Ouais, beaucoup de frustration, je pense que c'est le mot le plus qu'on va retenir de cette prestation, enfin de ce match. L'OL éliminé aux portes des demi-finales par un AS Monaco qui en première mi-temps a rien fait. Qui s'est fait saucissonner en première mi-temps. Clairement, le dispositif tactique que Garcia avait préparé était à la hauteur. Je pense qu'il a pas mal surpris Monaco. Et nous a surpris aussi. Il nous a surpris, évidemment. Évidemment, voir un De Chilio un peu à la Marsal l'année dernière, dans la charnière à gauche, oui, avec un cornet. Je crois que c'est la première fois ou peut-être la deuxième qu'il était titularisé un peu à son poste de prédilection. En avant-centre. Cornet, c'est la deuxième fois, je crois. La première fois, c'était contre Ajaccio. Ouais, je sais pas s'il était titulaire directement à cet endroit-là ou s'il avait bougé après. Si, il avait été titularisé en attaque contre Ajaccio à l'époque. Ok, mais en tout cas, oui, c'est ça. Comme dit Nat Curie, masterclass tactique avant qu'il y ait tous ces faits de jeu. C'était rafraîchissant, je trouve. On a vu quelque chose qui était intéressant. On n'avait pas ce sentiment, voilà, de fébrilité qu'on pouvait avoir lors de la deuxième mi-temps contre Nantes, par exemple, et à moindre mesure aussi première mi-temps contre Nantes, où c'était un petit peu mieux que la deuxième mi-temps contre Nantes. Cette première mi-temps ce soir contre Monaco, mine de rien, j'ai bien aimé. Quand j'ai regardé un petit peu les stats, voilà, pour faire une petite pause à la mi-temps, l'OL avait 10 tirs contre un seul pour Monaco, ou 0 si on regarde selon différents sites qui trient un peu les stats, et honnêtement, ça coïncide vraiment pas mal avec ce qu'on avait comme impression visuelle, parce qu'honnêtement, j'ai aucun souvenir de Monaco en première mi-temps. Il n'y a rien eu. Vraiment rien. Honnêtement, les seuls qu'on a eu, c'est les arrêts de Mayeki qui en a fait 3 en première mi-temps. Ouais, honnêtement, après, là, ça commence un peu à retomber, mais je pense qu'on peut dire que tu repose-toi un peu, reprends tes esprits, tu viens après. On te laisse dans ta petite cage là pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'est, je pense que la première mi-temps qu'on fait, c'est déjà la meilleure mi-temps de 2021, je pense. Il y a beaucoup sans conteste, hein, il y a, enfin, le nombre d'actions offensives qu'on fait, c'est vraiment élevé. La qualité des occasions qu'on se crée, c'est vraiment bon. Et le nombre de montants qu'on touche est plutôt élevé. Hein. C'est dans notre con, on disait que sur notre con, tous les trois, on disait que qu'on allait regretter ces montants. On pensait pas avoir si raison, que c'est très frustrant. Et on est à 28. Hein, s'il y a justement 1 voire 2 buts même, ce qui aurait été envisageable d'inscrire en première mi-temps, il n'y a pas du tout ce sentiment un peu bizarre sur la deuxième période où il y a beaucoup de flottement, et puis on arrive au moment fatidique avec Diomandé qui fait un pied haut en pleine surface, voilà, penalty plus deuxième jaune égale carton rouge, enfin, tout devient problématique à partir de cet instant-là. Mais avant ça, l'OL, même si en deuxième mi-temps était un peu moins dominateur, tenait encore la route. Mais à partir du moment où il y a l'action avec Diomandé, c'est fin du monde. Patatras, tout s'est écroulé, et puis ensuite 2-0, et hop, élimination dans la foulée. C'est très dommage tout ça. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, on a fait, pour une fois, un réel très beau quadrillage du terrain et une réelle belle capacité à effectuer un pressing qui était efficace et qui, pendant les 20 premières minutes, a empêché toute incursion des Monégasques dans notre moitié de terrain. Les Monégasques ne sont pas venus une seule fois durant les 20 premières minutes, et je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une seule main pour l'intégralité de la première mi-temps, dans la moitié de terrain lyonnaise. Ça, c'était une réelle réussite qu'on n'a pas toujours vue cette saison et qui était très appréciable. Je pense, Taken, tu l'as dit au début, que Garcia avait en effet, pour une fois, bien préparé son match, qu'il était prêt tactiquement. Il s'est calqué sur le schéma tactique monégasque en prenant un 3-4-1-2
un petit peu inédit, mais qui est calqué sur, le schéma de jeu adverse et ça a énormément perturbé les Monégasques qui n'ont tout simplement rien réussi à faire. Alors que comme je l'ai dit un petit peu avant, les Monégasques en ce moment, c'est probablement la meilleure équipe en France, sur ces derniers mois. Ils ont dit d'ailleurs une petite stat durant le match qui est 41 points pris sur les 48 possibles pour Monaco sur les 48 derniers points possibles. C'est énorme et nous, on a fait un match ce soir qui aurait dû être récompensé par un 3-0 à la mi-temps. Ensuite, bon, les faits de jeu, on les connaît, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce match-là, on le joue 100 fois, on le gagne 99 fois. Il a fallu qu'on tombe sur la 100e fois où on a mis 4 montants. Et où la 90e fois, on a hérité de Madame Frappard. Bon, mieux vaut que ce soit en coupe. On les rejoue dans 2 semaines. J'ose espérer que la Ligue, quand même, nous fera pas l'affront de nous la remettre. Et ce sera une des 99 fois où on doit le gagner si on fait le même match. Donc, j'ai hâte d'être dans 2 semaines pour prendre la revanche et puis exorciser un petit peu ce qui nous est tombé sur la tête ce soir. Tu aimes notre contenu? Alors n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et à laisser ton avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir. En fait, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et ce qu'on a vraiment pas envie de voir, que ce soit dans le chat ou même nous, dans ce qu'on dit, c'est direct partir dans la facilité de trouver une excuse, un charlot à insulter. Enfin, ça mène à rien, c'est sous le coup de l'émotion et voilà. C'est pour ça qu'on Moi, la seule chose que je noterais, que je vais noter tout de suite en fait, c'est qu'on a eu il y a quelques jours l'annonce que Madame Stéphanie Frappard serait la première femme de l'histoire à arbitrer lors de l'Euro. On va donc avoir son arbitrage pour l'Euro, sachant que pour un Euro, l'UEFA dispose de tous les arbitres européens affiliés à l'UEFA. Et c'est Madame Frappard qui est choisie pour arbitrer, notamment, bien sûr, entre autres, elle n'est pas la seule. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi elle est choisie. Décision parce que c'est pas parce que c'est pas le niveau qui justifie qu'elle soit choisie. Moi, je suis pour qu'il y ait des femmes arbitres, mais je suis en premier pour qu'il y ait des arbitres compétents. Dubois-Cornet, le duo qui a été bon. Peut-être que Dubois a réellement trouvé une position qui lui convient mieux. Un petit peu plus haut. Je pense que cette défense à 3, où lui, il est un petit peu vraiment sur l'extérieur et il prend le couloir, ça lui permet de trouver des espaces et des passes qui sont plus simples, entre guillemets, à faire. Ce qu'il aime bien Dubois, tu vois, par exemple, quand il est vraiment haut, c'est quand il fait quand il est en mode support, et il va faire un 1-2 avec un attaquant qui va être lancé, tu vois. Il y a Toko Ekambi, souvent il fait ça avec Dubois et ça permet d'éliminer un joueur. Sauf que, vu que là il est vraiment sur l'extérieur et que il peut vraiment monter bien haut, et il peut trouver des solutions et des passes dans les pieds sans devoir se retourner et faire la spéciale. Moi j'appelle ça la spéciale Dubois. Vous voyez, quand il se retourne et il la passe derrière. C'est le sommet du U. Genre, en équipe de France, il fait la même. C'est vraiment à chaque fois c'est la même. Mais le fait qu'il se mette dans cette position, ça lui fait vraiment du bien et ça lui a encore réussi pour ce match-là. Ouais, non, honnêtement, même la prise de décision, très très bien. J'étais très surpris d'ailleurs, mais agréablement surpris pour une fois. Donc, Moi, je pense que aussi ça l'oblige moins à faire ce qu'il tue en 15 minutes, c'est-à-dire l'essuie-glace, entre beaucoup monter et beaucoup redescendre.
Donc il a moins ça à faire, du coup il est moins mort et on sait qu'une des grosses, faiblesses de Dubois, c'est l'endurance. Il a du mal à répéter les courses avant-arrière qui sont nécessaires quand tu es dans une défense à 4 à son poste. Là, dans ce rôle de piston, il est sécurisé par la défense à 3, il est sécurisé par Diomandé. Je crois que c'est Diomandé qui jouait, défenseur central droit, sur ce match et effectivement, ça lui permet d'être, je pense, déjà plus serein mentalement et après, dans le jeu, de pouvoir faire plus de choses avec le ballon, sachant qu'il est sécurisé par au moins 3 personnes derrière lui. Donc ça, en effet, je pense que ça lui a été bénéfique ce soir et le second joueur qui est habituellement dans nos flops, qui ce soir ne le sera pas parce qu'il a réalisé un bon match, c'est Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, je sais pas combien de fois je vais devoir me tuer à répéter ce que j'ai répété, ce que j'ai déjà répété et même il y a 3 jours, je l'ai encore répété. Ce n'est pas un latéral gauche, c'est un buteur de formation. Il a joué tous ses matchs en jeune au poste de buteur. Ensuite, quand il a tourné pro, il a été, il est vrai, un petit peu plus au poste d'ailier gauche, c'est une réalité. Mais Maxwell Cornet reste un buteur dans une attaque à 2 comme il l'a été ce soir et dans une attaque à 2 comme il l'a été ce soir, moi je peux vous assurer que Maxwell Cornet, c'est vraiment pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais finisseur. D'ailleurs, on voit sur sa première occasion, celle où il est, dans la surface de réparation, le mouvement qu'il fait pour éliminer le défenseur et s'ouvrir l'angle de frappe, ça, si c'est pas un mouvement de buteur, bah, je ne sais pas ce que c'est et à ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, c'est drôle, un latéral gauche qui a ce genre de mouvement dans la surface, est-ce que c'est vraiment un latéral gauche?» Bon, bah, écoutez, la réponse est très rapide à trouver. Maxwell Cornet n'est pas et ne sera jamais un latéral gauche. C'est un buteur de formation et 10 ans après, c'est toujours un buteur dans l'âme. Moi, je suis persuadé qu'on le met dans des championnats où il y a beaucoup plus de jeux et où c'est beaucoup plus tourné vers l'attaque, beaucoup plus ouvert. Je pense par exemple à nos voisins allemands en Bundesliga. Franchement, Maxwell Cornet, c'est facile 10, 12, 15 buts par saison. Oui, oui, oui. Bah, il suffit de voir aussi son geste sur le fameux but du coup annulé par Car hors-jeu. Aussi, oui. C'est très propre, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai même exulté parce que je croyais que le but était validé avant que finalement, bah voilà. Mais le but, honnêtement, propre, hein. C'était un beau geste d'attaquant du coup. Et c'était beau à voir, quoi. Dommage que du coup il y avait le hors-jeu qui casse tout parce que ça aurait changé vraiment beaucoup de choses, hein.